fait, bon, j'étais donc en Argentine pendant un mois et voilà, je voulais reprendre un tout petit peu par rapport à ce dont il était question là-bas et aussi comme c'est l'avant-dernière séance du séminaire de cette année, dire comment ça continue, n'est-ce pas? Alors, en principe, aujourd'hui, je vais présenter un tout petit peu, à partir de quelques questions qu'on a eues et des choses qui sont déroulées en Argentine, c'était pas qu'à Buenos Aires, bon, et aussi, la prochaine fois, on va commencer à présenter avec Bastien les résultats, les premiers résultats du travail de la petite coordination qu'on a fait, vous savez, avec l'Argentine, l'Uruguay, le Brésil, avec les copines, les copains. On va commencer à présenter ça, que c'est un tout petit peu les modes d'action qui se développent, les exigences des modes d'action. Mais bon, en Argentine, d'abord, moi j'étais très surpris parce que dès que je suis arrivé, il y avait à l'aéroport Eduardo Alpaca qui m'attendait. Voilà, il était là, Eduardo Alpaca. Et il m'accompagnait tout le temps, Eduardo Alpaca. Et alors les choses sont déroulées comme ça. C'est-à-dire que petit à petit, voilà, il y a eu, disons, 3 lignes de réunions, de présentations. Une plus classiquement psy, disons, que j'étais soit à la fac, soit dans des services. L'autre un peu plus scientifique, mais surtout liée à l'avance un tout petit peu, dont je vais parler un tout petit peu ce soir. Il y avait beaucoup de préoccupations autour de cette programmation chat GPT. Non, il y avait beaucoup de préoccupations, tout le monde parlait de ça. Ils m'ont invité plusieurs fois à la radio et le sujet était soit ça commençait par ça, soit ça arrivait là. Non, alors on va voir aussi pourquoi est-ce qu'il y avait tout ça. Et plus militant. Non, bien entendu, il y avait tout le côté plus militant qui a abouti petit à petit jusqu'à que ça montait, au fur et à mesure que les mois passaient, ça montait. Ça aboutit au fait que le dirigeant de la centrale des travailleurs de gauche, une centrale des travailleurs, oui, ça serait un tout petit peu comme Sud ici, mais bon, beaucoup plus grande, ou comme Sud à son origine, non? Qui s'appelle la CTA Autonoma. Et ils sont finis par m'inviter, les dirigeants, pour dire, bon, un peu c'était une invitation, une convocation, bon, de quoi tu es en train de parler, on voudrait penser ces changements, etc. Bon, voilà, alors c'était comme ça. Et l'idée, c'était de présenter un tout petit peu ce que nous faisons et présenter aussi les positions auxquelles on était arrivé avec cette petite coordination. Je vous avais raconté qu'il y avait au même moment au Mexique, il y avait Raúl Siveci qui présentait un tout petit peu nos travaux. Et bon, Ariel, Dario et d'autres gens ont présenté ça en Argentine pour voir un tout petit peu les réactions. Alors, effectivement, si j'essaie de récapituler un tout petit peu ce qu'on a présenté là-bas et pour permettre aussi ici de continuer, on pourrait dire qu'il s'agissait d'abord de présenter ce que nous travaillons ici, quand on dit sur quoi on travaille, sur quoi travaillent les gens du collectif, c'est quoi le séminaire, quel est l'axe. Alors c'était la question d'expliquer ce que nous nommons la problématique épocale. Alors il fallait expliquer ça. Alors, juste pour dire entre nous, parce que c'est plus connu entre nous, mais disons qu'on a présenté la problématique épocale en disant, eh bien, l'épocale, le nom épocale, a ces batteries limitées, restreintes, des problématiques qui fondent une époque. Qui fondent une époque. Et alors, la question qui apparaissait tout de suite, c'était, donc effectivement, on dit une époque, c'est pas défini par 2 dates, une date de début, une date de fin. Une époque, elle est définie par les problématiques nouvelles qui disent on n'est plus dans l'autre époque et on a inauguré, on a commencé quelque chose de nouveau. N'est-ce pas? Alors c'est une sorte de tension, une tension
qui, nous disons, traverse tout. Dans toute situation, il y a quelque chose qui structure cette vecteur épocal, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce soit dans la vie la plus individuelle, groupale, familiale, de travail, politique, sociale, on dit qu'il y a une problématique épocale quand nous voyons que quelques axes plus ou moins identifiables structurent à différents niveaux, apparaissent comme des invariantes qu'on trouve à différents niveaux, toute situation. Alors la première réaction qu'il y a eu, effectivement, c'était de dire, je pense que c'est intéressant de la commenter, non? C'était une assimilation avec ce qu'aux années 70, on disait tout est politique, n'est-ce pas? On disait, bon, mais tout est politique. Alors, effectivement, l'idée qu'il y a quelque chose qui se trouve dans toute situation, évoquait ça, évoquait l'idée qu'il pourrait y avoir un tout qui soit de telle façon que se manifeste dans toute situation et qui ordonne toute situation. Alors le tout est politique des années 70, vous vous rappelez, c'était la vie des couples est politique, élever les enfants c'est politique, le sport est politique, l'art devait être politique aussi, et on évaluait des activités très diverses par rapport à ce contenu politique. Hein. Même, il y a eu une controverse entre Fidel et les Che Guevara, non? Parmi toutes les controverses qu'ils ont eues entre eux, non? Qui était autour d'une position du Che Guevara, qui était une position très osée pour l'époque, qui était de défendre une certaine liberté dans l'art. Il disait, c'est-à-dire que Fidel, il défendait la position soviétique, non, le réalisme socialiste, et les Che, ils défendaient une certaine liberté dans l'art en disant non, l'art il a ses propres raisons, il n'y a pas de raison que ce n'est qu'une lecture politique. Il peut y avoir une lecture esthétique. Bon. Et alors, dans l'étude politique, et c'est un tout petit peu la différence quand on dit l'épocal qui traverse tout, dans l'étude politique, c'est que nous trouvons c'est qu'il y a une sorte de rabattement sur une dimension unique de tout. Non? C'est-à-dire que tout doit être lu par rapport à une grille unique, mais une grille unique qui est identifiable, qui est nommable, qui est la lutte des classes, la lutte anti-impérialiste, bon, enfin par où passe l'axe politique. Dans la question, quand on dit l'épocal comme en étant présent dans chaque situation, ben justement, il ne s'agit pas de rabattre sur un axe qui serait l'axe épocal. Plutôt l'épocal, ça serait une sorte de tension qui structure toute situation, mais sous des formes différentes, contradictoires, conflictuelles. N'est-ce pas? Alors, de ce point de vue-là, on peut dire que l'épocal tisse la réalité, tisse ce que Husserl appelle les voiles phénoménologiques, c'est-à-dire ce qui forme la réalité, n'est-ce pas? Et se manifeste non parce que soit un axe qui ordonne les différentes réalités, mais c'est plutôt quelque chose qui va participer au mode d'existence de chaque situation, n'est-ce pas? Avec des réalités contradictoires, c'est-à-dire qu'il sera question de ça, mais il ne sera pas question de ça sous un mode identifiable, sera question de ça plutôt parce que dans toute situation existe comme une tension. N'est-ce pas? Alors on peut dire par exemple que l'émergence de la complexité comme point historique d'arrêt de l'Anthropocène, eh bien, cette émergence de la complexité n'a pas un mode d'apparition unique, on ne peut pas dire tout se rabat sur la complexité, parce que ça veut rien dire, la complexité en soi, ce n'est pas un modèle, ce n'est pas une grille d'analyse, n'est-ce pas? Alors on dit, bah, il y a quelque chose de l'ordre de la complexité qui, sous des formes très très différentes et contradictoires entre elles, quand même participe, non, à tisser chaque situation. Alors, quels sont ces éléments? Bah, ces éléments-là, effectivement, sont l'élément de la perte, la chute
del monde del ser, non, comme on dit, la chute de l'Occident. Ces moments d'arrêt, comme ça, d'un mode d'existence, de production, de rapport à soi, c'est les moments dans lesquels on vit ni plus ni moins qu'une très grande extension des masses par rapport aux espèces. Par rapport à l'extension, c'est vrai qu'il y a, on peut dire grosso modo d'un point de vue biologique, il y a deux modes d'extension. Il y a un mode d'extension qu'on peut dire qui est évolutif, c'est-à-dire que tout à coup, une espèce, pour X raisons, va déployer une puissance vitale très très forte, il va entrer en compétition avec d'autres espèces, il va déplacer celle-ci, il y a une autre qui va émerger, qui s'articulera plus ou moins avec l'environnement, n'est-ce pas? Et dans cette évolution comme ça, coévolution conflictuelle, il y a des espèces qui vont disparaître et vont perdre de puissance, ils ne seront plus là, il y a d'autres qui vont prendre l'espace, n'est-ce pas? Et alors, il y a des extensions d'espèces dues à la longue durée. Non? Et on dit, bon, effectivement, telle espèce, telle et telle espèce sont disparues. Il y a un autre mode d'extinction qui est, celui-ci, on dirait, il est endogène. Il y a un mode d'extinction qui est exogène, qui est le fameux flux de météorites qui a fini avec les dinosaures. Pas? Alors, on n'a pas fini avec tous les dinosaures. Vous savez qu'il y a certains oiseaux qui existent encore, qui seraient une sorte de ligne comme ça évolutive de ce qui restait des dinosaures, mais d'un coup, il y a le côté soudain, n'est-ce pas? C'est exogène et soudain, c'est-à-dire que ça ne correspond pas à un développement propre des dinosaures, que soit il y a eu une rivalité des territoires entre espèces, et donc il y a une qui a disparu. Non, c'est tout à coup soudain, et il y a une extinction. L'extinction qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre, c'est une sorte de croisement de deux, parce qu'elle n'est pas due à un élément extérieur, c'est-à-dire il n'y a pas un élément extérieur, il n'y a pas ni des météorites, ni... Bon. Elle est plutôt due à des phénomènes évolutifs internes, non? Mais elle a le côté soudain, non, de l'extinction par météorite. C'est-à-dire qu'il y a une rapidité dans les phénomènes d'extinction qui est assimilable à l'extinction par météorite, même si la cause elle est endogène. Alors, cette cause endogène, effectivement, est le déploiement de la technologie, l'anthropocène, les dérèglements climatiques, la fonte des glaces, la contamination. Donc, ça, c'est effectivement un des éléments qui tisse cette tension épocale, qui, à vrai dire, se manifeste dans les sens communs, mais se manifeste dans nos corps. Nos corps perçoivent, vivent, sont tissés de cet élément-là. C'est-à-dire sont tissés de la perte de puissance, par exemple. Sont tissés des nouvelles maladies, de la perte de fertilité, etc. etc. Non? Alors, à cela, si nous voulons comprendre un tout petit peu plus, on va faire un pas de plus pour comprendre la problématique épocale en tant qu'épocale, nous pourrons dire qu'un autre élément important est effectivement la rencontre hasardeuse, donc due pas à une nécessité interne, non, la convergence un peu aléatoire de ces deux tendances qui se dégagent de ce que je disais tout à l'heure. Une est la perte de puissance, les constats et les vécus, l'expérience comme ça que nos contemporains, de façon très différente, partagent tous, qui est l'expérience de la perte de vitalité des facteurs humains dans les différents phénomènes et processus. C'est-à-dire qu'on constate on constate que
comment dirait, on a perdu les manettes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, on ne peut pas orienter. Et ça, on va les voir parce qu'une des demandes, c'était justement de revenir à l'idée d'autoproduction. Revenir à l'idée d'autoproduction avec les fameux vecteurs qu'on a essayé de développer la dernière fois. Revenir un tout petit peu aux vecteurs par rapport, pour expliquer un tout petit peu la question de cette perte de puissance. Alors, la perte de puissance, qui est une expérience très partagée, comme une expérience qui n'a pas besoin d'être pensée, n'est-ce pas? Mais c'est cette expérience qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, n'est-ce pas? Qui se manifeste aussi dans la peur de l'avenir, hein, c'est-à-dire de dire bon, l'avenir apparaît comme sombre, comme menaçant, etc. Ou cette expérience de tristesse, quand même du chaos. Hein, du chaos. Il y avait une copine qui était à Tucumán, une province de l'Argentine très pauvre, là où on avait développé la branche du maquis de la guérilla non urbaine était là. Elle était à Tucumán, elle me disait, c'est incroyable parce que Tucumán qui était pauvre, elle devient de plus en plus pauvre, et elle m'a raconté qu'elle avait été dans l'hôpital, parce qu'elle était dans le service de cancérologie. Elle me disait des trucs horribles, par exemple, que s'il y avait 7 ou 8 enfants qui devaient avoir une chimio, non? Il y avait 2 lits, par exemple, pour faire des chimios. Et alors, donc, les médecins devaient dire aux parents que, étant donné l'état de l'enfant, ça ne serait pas souhaitable, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il fallait inventer quelque chose. Et un autre copain me raconte, par exemple, qu'il y avait un curé, non? Qui faisait un truc, je ne sais pas, il était tenu de choisir à quel enfant on allait faire la chimio. Et alors donc, il faisait un tour. Alors effectivement, une chimio que tu fais, mettons qu'il y a 10 enfants, tu fais 1 fois sur 10 la chimio que tu dois faire. Vous imaginez, c'était une sorte de consolation qui condamnait tout le monde. Bon, ce type d'expérience, pourquoi? C'est pas pour faire pleurer dans la chaumière. Pourquoi ce type d'expérience? Parce que le problème, c'est que quand nous regardons ce type de pauvreté, ce type de tristesse, n'est-ce pas? Eh bien, il y a quelque chose que nous n'avons pas, qui est l'idée de « mais ça, on peut le résoudre ». Vous comprenez? C'est-à-dire, cette expérience redoublée de la tristesse, de notre impuissance, de dire on voudrait bien, on ne souhaiterait, on ne désire que ça, et à la fois, mis à part, je ne veux pas être un dogmatique qui pense qu'il n'y a qu'à, il faut que, il y a quelque chose, vous comprenez, d'une sorte comme de dire, on a tout expérimenté. Vous voyez, c'est-à-dire, et là je parle de l'Argentine dans laquelle aux dictatures multiples, variées, sont suivies des démocraties progressistes, et que maintenant carrément depuis 2000, non, sauf une petite période, depuis l'année 2000, donc 23 ans, le gouvernement entre les mains de la gauche péroniste qui sont exactement ce qu'était la guérilla péroniste. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est comme quand on parle aux Kirchner, qui sont la famille un peu, comme ça, les dirigeants péronistes de gauche, on leur dit oui, mais il faut penser à gauche. Et alors, ils disent, comme Chicane, ils le disent comme ça, dans le Parlement, la seule chose qui est à gauche de nous, c'est les murs. N'est-ce pas? Et c'est une image effectivement des petits bagarres entre militants, mais c'est aussi l'image de dire, bon, mais la seule autre chose qui resterait à essayer, et qui vont l'essayer effectivement comme on l'a essayé au Brésil, c'est, puisqu'à gauche il n'y a plus rien, parce que, vous comprenez, 23 années avec une petite période de droite au gouvernement, 23 années de gauche, plus de gouvernement social-démocrate, et ça ne veut pas dire, vous comprenez, c'est-à-dire il y a quelque chose qu'on peut dire, bon, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous comprenez, c'est-à-dire si aujourd'hui, à Cuba, qui était le drapeau révolutionnaire, les problèmes c'est la pauvreté, vous comprenez, c'est-à-dire que, bon, on a tout essayé, et alors, bon, on va faire un petit coup de l'autre côté, n'est-ce
pas? On va choisir un fasciste bien fasciste, comme qu'un peu c'est la dynamique du désespoir, n'est-ce pas? Bon, alors, effectivement, l'impuissance, on la sent comme ça, n'est-ce pas? L'impuissance, on la sent comme ça, on la sent dans le sens de dire, c'est très très dur, on refuse tout type de baisser les bras, on refuse tout type de complicité, mais quitte à être des croyants fanatiques, on ne peut que constater qu'effectivement, une des tendances fortes de l'époque est cette constatation de la perte de puissance, n'est-ce pas, de l'agir humain, qui va accompagner avec le déploiement énorme du divertissement. Non, avec le déploiement énorme du divertissement dans lequel le monde algorithmique et cybernétique nous offre un tas d'applications pour nous divertir, pour avoir la tête occupée, dans le nouveau mode d'existence, de vivre, qui est le mode d'un fonctionnement. Hein, comment je fonctionne, hein, comment fonctionnent mes organes, comment je fonctionne, comment fonctionne mon couple, les fonctionnements, non, mesurés à l'aune, comme ça, des applications amusantes, ludiques du monde cybernétique. De l'autre côté, si ça c'est une tendance centrale et très importante dans notre époque, de l'autre côté, il y a effectivement le pendant qui est les déploiements immenses de la puissance cybernétique qui se développe comme une sorte de, d'un point de vue biologique, tout se passe comme si, et attention, je dis comme si, c'était une espèce émergente, dominante, très très forte. C'est comme si, parce qu'effectivement, ce n'est pas une espèce, elle n'est pas autopoïétique, mais effectivement, on voit bien comment le déploiement comme ça de la puissance cybernétique se passe dans un mode de rivalité avec l'espèce humaine et avec toutes les espèces, effectivement, non, de façon différente, parce que de plus en plus, il y a comme une sorte de manque d'espace, vous comprenez? De manque d'espace. Et alors, c'est là où, bon, manque par la délégation des fonctions, n'est-ce pas? C'est-à-dire la délégation des fonctions, de quoi s'occupe c'est-à-dire que les terrains que jusqu'hier étaient les terrains dont s'occupait l'espèce humaine, mais ça, il faut le comprendre même dans la rivalité d'espèces, il faut comprendre même que, par exemple, toute la logique OGM entre là-dedans. Pourquoi? Eh bien, parce que tout à coup, la modélisation du génome, les génies génétiques pour changer les génomes d'après un modèle, etc., bah, c'est la façon dans laquelle l'évolution normale des espèces, non, par diversité, surtout par diversité, est écrasée par la voie unique d'un mode de production qui aussi fait partie vous comprenez, non? Ça fait partie, c'est un corollaire de la puissance du monde cybernétique, algorithmique. Bon. Alors, par rapport à ça, il y a un point sur lequel je voulais m'arrêter un tout petit peu, c'est parce que, effectivement, quand nous voyons, comme ça, quand nous essayons de comprendre la question épocale, de quoi elle est tissée notre époque, quelles sont les tensions qui interviennent de façon très différente, et même d'un point de vue clinique, pas seulement psychiatrique, sinon somatique aussi, non, on voit sous quel mode, vous voyez, c'est-à-dire que quelle que soit votre activité, la question c'est sous quel mode se manifestent ici les grandes tendances épocales, sous quel mode se manifestent. Bon. Alors, effectivement, c'est là où s'est passé quelque chose que je voulais m'arrêter un tout petit peu parce que j'étais très étonné en arrivant en Argentine comme je vous disais tout à l'heure, l'engouement envers les chats GPT. C'est-à-dire, ils m'ont invité, je ne sais pas, 5-6 fois à la radio, et à chaque fois, c'était pour des sujets différents, et boum, comme dans un entonnoir, bon, ça tombait là-dedans. Et là, moi j'étais très étonné parce que, effectivement, la question de la délégation des fonctions, non, la question de la délégation des fonctions
est quelque chose sur lequel, moi personnellement, ça fait plus de 20 ans que je travaille sur le constat et la compréhension de la délégation des fonctions cérébrales, sociales, éducatives vers la machine, et que je travaille sur quelles sont les conséquences pour l'humain, pour le cerveau humain, chose que si on veut les voir en termes de rivalité d'espèces, bon, c'est comme ça que ça se passe, vous voyez, dans la rivalité d'espèces, c'est-à-dire qu'un terrain que jusque-là était occupé par quelqu'un n'est plus occupé par ce quelqu'un-là, est occupé par l'autre espèce, non? Et alors, c'est comme ça qu'on peut aussi avoir cette lecture, c'est tout à fait légitime de mon point de vue, on peut avoir tout à fait la lecture de que les cerveaux humains, pour rester avec le cerveau humain, n'est-ce pas, a perdu du terrain, non, par rapport à l'avancée du monde algorithmique. Hein? C'est le fameux exemple du GPS, ou ce que vous voulez, n'est-ce pas? C'est-à-dire, un tas de trucs dont je ne m'occupe plus, s'occupe la machine, et s'occupe la machine avec ces phénomènes quand même qui n'est pas du tout en détail, mais que comme la délégation est trop rapide, il n'y a pas le temps d'un recyclage des zones libérées, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il n'y a pas un recyclage, les zones libérées ne s'occupent pas d'autre chose. Bon. Alors donc, effectivement, nous pouvons penser ça, nous pouvons comprendre ça sans aucun problème, ce n'est pas une analogie, ce n'est pas une métaphore, c'est les processus dans lesquels il y a une avancée d'une puissance qui occupe les places, les lieux et les fonctions, concrètement, qui occupaient jusque-là. Bon. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est parce que, effectivement, ça fait donc un peu plus de 20 ans que j'ai travaillé là-dessus. Je me souviens que les premiers articles, c'était il y a presque 30 ans, quand un programme d'IBM avait gagné à Kasparov, non, aux échecs. Donc, et effectivement, c'est-à-dire Christian était avec moi quand on avait fait un débat avec Laurent Alexandre, dans lequel, quand j'expliquais la délégation des fonctions, je dis, mais tu te rends compte quand même que le cerveau, finalement, il est, comme dirait Jean-Michel Desniers, simplifié. Et qu'est-ce qu'était la réponse de Laurent Alexandre? Bien sûr, Miguel me dit, dorénavant, le cerveau s'occupera de beaucoup moins de choses, et les réseaux, les machines vont s'occuper de ces choses-là, n'est-ce pas? Et donc c'était un peu surprenant qu'il dise ça, mais bon, il répondait comme ça. Or, soit il y avait la position transhumaniste, technophile, à Laurent Alexandre et d'autres, n'est-ce pas? Soit il y avait des côtés un tout petit peu ludiques. Aujourd'hui, justement, en travaillant avec un groupe d'Argentins, il y avait une jeune femme qui est ingénieure en informatique, et elle expliquait, c'était intéressant parce qu'elle expliquait, c'était un séminaire que j'ai fait pour des psychiatres et psychanalystes en la santé, elle expliquait, l'ingénieure, qu'elle se rendait compte qu'elle n'avait pas le temps ni la motivation pour penser à la signification sociale ou culturelle de ce qu'elle faisait. Que c'était des défis en permanence, c'était des défis, de faire plus, vous comprenez, de faire plus. Bon. Et alors donc, effectivement, moi je pense qu'il y avait d'abord les technophiles, il y avait beaucoup de gens qui sont dans les technosciences et qui développent des programmes et qui sont motivés par le développement du programme en soi, et il y avait une masse immense d'indifférence absolue. C'est-à-dire que, grosso modo, on peut dire que même si depuis plus de 20 ans on publie, on dit, bon, mais écoutez, qu'est-ce qui est en train de se passer, cette délégation des fonctions, tout le monde s'en foutait. Et tout à coup, arrive ChatGPT, et c'est comme, paf, si on avait donné une gifle au narcissisme humain, et les gens sont réveillés, non? Et alors ils disent tout à coup, merde, c'est la composition, la vache, non, la rédaction, la vache peut la faire ChatGPT, qu'est-ce qui nous reste comme terrain? Pour vous donner un exemple, je ne sais pas si vous avez entendu ce matin, c'est 20% des articles consacrés à l'intelligence artificielle ont été écrits depuis l'annonce de ChatGPT. C'est 4600 articles par mois consacrés à ChatGPT depuis la sortie du... Voilà, donc 20% des articles aujourd'hui dans la presse française consacrés à l'intelligence artificielle ont été publiés depuis le lancement de ChatGPT, donc quelques semaines, quelques mois. Alors, effectivement, moi ça m'a interrogé parce que je me suis dit, comme ça fait plus de 20 ans qu'un peu partout dans le monde, on travaille en essayant de comprendre ces processus
des délégations des fonctions, donc vu en termes de rivalité d'espèces, de céder de l'espace au monde à la puissance algorithmique, et tout à coup, s'est passé quelque chose. Là, tout le monde s'est réveillé. À tel point, mais ça c'est incompréhensible pour moi, à tel point que même les grands de la Silicon Valley, vous vous rappelez, il y a un mois et demi, ils ont demandé une pause dans la recherche. Donc, en disant c'est très grave ce qui se passe. Moi, sincèrement, ça m'a étonné parce qu'ils ne sont pas des enfants de cœur, ils savent très bien qu'ils sont en train de produire depuis très longtemps tous les programmes qui vont dans le sens d'une délégation de puissance à chaque fois plus grande et une perte de terrain, pour dire comme ça, par rapport à l'humain, à la culture. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont, eux, vu? Que les grands publics étaient choqués, on peut plus ou moins comprendre, bon, je sais pas, on peut comprendre, c'est-à-dire qu'on peut dire s'il y a 35 ans, je sais pas, 30 ans, Kasparov perd, on peut dire que les gens disent, bon, mais moi, je joue pas aux échecs, qu'IBM gagne, je m'en fous. Il y a 15 ans, 18 ans, les Coréens là, perdent au Go, les championnats de Go, contre AlphaGo, non? Bon, tout le monde s'en fout, on peut dire. Mais par contre, là, de dire, mais si la machine peut faire un tableau, si la machine peut faire un poème, si la machine peut faire une composition, non? Alors là, apparemment, le grand public a réalisé pour la première fois, et bon, à la bonne heure quand même, non, c'est un peu tard, mais bon, pour la première fois, il réalise qu'il s'était passé quelque chose, il s'est passé quelque chose dans lequel on a cédé presque tout le terrain. Vous comprenez? On a cédé presque tout le terrain. Alors, il faut bien voir quand même que les choses, ça c'est pour parler d'une façon un peu didactique, c'est pas qu'il y a la machine et l'être humain, non? En fait, ce qui se passe, c'est une colonisation dans laquelle il n'y a pas une altérité en lutte, il y a une colonisation de nous, et à vrai dire, c'est que de façon un peu caricaturale, les gens peuvent se demander, de dire, mais qu'est-ce qui nous reste, non, comme on dirait, qu'est-ce qui nous reste comme terrain? Mais à vrai dire, les terrains conquis, c'est nous. Vous comprenez? C'est pas qu'il y a en face de nous la machine qui va conquérir un terrain et nous qui on recule timidement. Non, le terrain conquis, c'est nous. C'est notre cerveau, c'est notre culture, notre société, notre macroéconomie, notre programmation de tout. C'est compréhensible. Donc, bon, c'est intéressant de voir ça, parce que, effectivement, bon, ce que je disais juste entre parenthèses pour revenir là-dessus, autant je comprends très bien que, voilà, c'est comme ça, c'est comme il dirait, la goutte qui a fait déborder les verres, n'est-ce pas? Bon, peut-être pour le grand public, c'était la goutte en question, ou c'est l'aile du papillon, peu importe, d'accord. Tout à coup, il y a eu un effet comme ça, et ça y est, les gens se sont rendus compte, même s'ils le voient comme ça, comme une dualité, moi et la machine, en fait, se sont rendus compte que la colonisation est arrivée très très loin. Et je crois vraiment que pour le moment, c'est un soupçon, le fait de que ce n'est pas qu'on a cédé des terrains comme une espèce et une autre espèce, là oui, on cède du terrain. Ce n'est pas qu'on a cédé du terrain, mais qu'on est colonisé et formaté à tel point que on a perdu même quelque chose qu'on croyait qui faisait partie de la singularité humaine, c'est que la machine ne pouvait pas faire. Par contre, justement, pour revenir là-dessus, juste un moment, je ne comprends en rien la position de ces grands de la Silicon Valley, de tout à coup dire « Oh, on est allé trop loin », parce que, à vrai dire, ça fait longtemps qu'ils sont allés très 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 loin, je ne comprends pas. Si c'est un coup marketing, si c'est qu'ils sont tellement bêtes, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer là tout à coup, non? Alors, juste quelques mots par rapport à essayer de comprendre, non? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que par rapport à ce nouveau programme, donc, non, si on veut avoir une image, non,
il y a un conte de Borges qui s'appelle, bon, je ne me souviens pas comment ça s'appelle, je vais me rappeler, et un conte de Borges dans lequel il y a un homme qui est en train de dormir. Et vous savez, comme quand on rêve, parfois on intervient dans le rêve, non? Il y a le rêve et nous on intervient, on dit ah, je voudrais que c'est pas ci ou c'est pas ça. Alors l'homme est en train de dormir et il intervient dans son rêve, et dans son rêve, il crée un homme. Il crée un homme, non? Et alors il le crée, il imagine, non, il le voit, l'homme qu'il a créé, et l'homme est en train de dormir, qu'il a créé, non? Et alors lui il dort, il rêve et il construit un homme qui est en train de dormir. Et à un moment donné, quand même, il se passe quelque chose qu'il ne contrôle pas dans son rêve, la forêt dans laquelle est en train de dormir l'homme prend feu. Et alors, l'homme qui dort voit que le feu arrive vers l'homme qu'il a créé, et tout à coup, l'homme qu'il a créé commence à brûler, l'homme qu'il a créé se réveille. Et alors il dit, il va se réveiller, dit l'homme qui dort, il dit, il va se réveiller, il ne va pas sentir de la douleur, et il saura donc qu'il n'existe pas. Et alors, c'est tellement fort ça qu'il se réveille. Il se réveille, il se rend compte qu'il est en train de brûler, et qu'il ne sent rien. C'est-à-dire que c'est à la Borges, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est lui aussi une création. Et alors, le réveil dû à la gifle narcissique à l'humanité est un tout petit peu comme l'histoire de Borges, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tout à coup, on se réveille, non? Et on se rend compte quoi? On se rend compte que finalement, nous, on est une machine. Vous comprenez? C'est-à-dire, on a eu le cauchemar, si on veut comparer, non? On a eu le cauchemar de toute la science-fiction qui disait la machine va gagner à l'humanité, l'homme est une machine, etc., etc. On se réveille et on se dit, donc quelle est la différence entre ChatGPT et moi? Quelle est la différence? A-t-il une différence ou pas? Non? En quoi je suis différent? Vous comprenez? C'est-à-dire en quoi je suis différent? Non? Alors, juste quelques petits mots, parce qu'après je voulais aller à la question de la... épocale d'un point de vue des vecteurs, non? De revenir aux vecteurs. Et à vrai dire, le fonctionnement de ChatGPT, vous savez, moi depuis vous êtes tous renseignés, non? Ça fonctionne pour quelque chose que nous on a baptisé comme ça pour comprendre, ce qui serait une sorte de densité statistique. Ça veut dire quoi une densité statistique? Ça veut dire que et si vous mettez un mot, le mot ciel, il va sortir bleu, par exemple, n'est-ce pas? Et alors donc, c'est par densité, c'est-à-dire qu'un mot, non, un mot est entouré des mots qui sont les mots qui les plus souvent, non, sont utilisés à côté de ces mots-là. Et le programme, il va sélectionner, un peu aléatoirement, il va sélectionner à partir de ce qui est plus puissant et plus présent quantitativement. Donc, c'est une continuité par contiguïté. Vous comprenez? Ce qui est le plus proche, ce qui les touche le plus, c'est ce qui va sortir à côté. Et à côté de ça, va continuer à construire une phrase, n'est-ce pas? Jusqu'à pouvoir construire un texte. Alors, il y a effectivement cette continuité par densité statistique qui fait que, effectivement, c'est-à-dire dans une sorte d'automatisme, il est possible de construire une phrase, voire un texte, à partir de tous ces automatismes. Mais à vrai dire, une fois qu'on comprend ça, on comprend que nous fonctionnons absolument comme ça aussi. C'est-à-dire que la plupart du temps, les humains que nous sommes, fonctionnons en automatique. Vous voyez, à moi ça me surprend ça, je regarde pas ça tout le temps, mais je regarde très souvent ça quand je suis en consultation. Parce que, comme en consultation, je suis plus attentif de ce que je suis en train de dire, des trucs comme ça, n'est-ce pas? Et je me surprends de ce que je viens de dire, parce que je n'avais pas eu le temps de les penser. Vous comprenez? C'est pas que j'ai pensé ça,
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, vous comprenez, aussi par densité statistique qui se structure. Et qu'est-ce qui fait une différence? Ce qui fait une différence, c'est qu'effectivement, il y a une créativité algorithmique, c'est-à-dire qu'il peut émerger une créativité, l'algorithme peut créer quelque chose de nouveau, qui n'existait pas. Si, parce qu'il crée une combinatoire. Non, je pense que vous parlez, j'ai regardé une vidéo sur YouTube, justement, je m'excuse, il parlait justement du cerveau, des possibilités du cerveau. Il y a la mémoire de travail, c'est-à-dire une forme d'automatisme qu'on va intégrer dans notre façon d'être. Et chaque GPT, ce sera un peu ça. Oui. La peur que ça engendre, c'est que ça échappe au créateur et que ça tombe dans des mains un peu problématiques. Si. Je pense que c'est ça la peur qui est soulevée, c'est pour ça qu'ils ont arrêté. Parce que quelque part, c'est vrai que ça fait peur. C'est une partie de notre cerveau qui est chantée. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a tous les automatismes qu'on a créés, ça a été recréé par l'ordinateur. Si. Mais nous, il nous reste encore la possibilité de créer des choses. L'ordinateur, lui, il va faire un tri dans sa mémoire. Et sa mémoire est immense. Et il a accès à tout Wikipédia, à tout... Enfin, oui, parce que depuis un mois, elle est connectée à Internet. Voilà, c'est avant, ça. c'était pas... Non, mais la question, c'est... nous, une partie de notre réflexion, pour dire comme ça, fonctionne de cette façon. Mais les vivants, non, pas que l'humain, mais bon, l'humain, il y a un autre mode de fonctionnement qui est central, lui, qui est la différence entre une densité statistique, donc une densité statistique qui, effectivement, en s'articulant de façon nouvelle, crée quelque chose qui ne préexistait pas, en s'articulant. Par contre, l'humain, ce qu'il y a, c'est que nous n'avons pas de densité statistique seulement. On a des densités statistiques, ce qui permet de parler de façon automatique et d'être pas du tout à côté de la plaque. Au contraire, quand on réfléchit, peut-être c'est là qu'on est à côté de la plaque. Non? Mais l'humain agit par ce que nous avons nommé il y a très longtemps des pôles sémantiques. C'est quoi un pôle sémantique? Un pôle sémantique, ça veut dire qu'il y a effectivement un signifiant, il y a un concept, il y a un mot, mais ces mots-là, il est structuré aussi affectivement, avec une histoire, avec des significations, n'est-ce pas, qui font que, par exemple, un pôle, si on dit par exemple les pôles sémantiques homosexuels, les pôles sémantiques homosexuels, il y a 40 ans, c'était déviant, malade, on identifiait avec pédophilie, on voulait les guérir. Bon. Et on voit bien comment la pratique sociale, historique, les luttes, non, déplacent ces pôles-là. Mais ils les déplacent à partir, non pas d'une densité statistique, mais à partir d'une minorité d'éléments qui mettent en cause cette unité. Vous comprenez, qui mettent en cause ces pôles-là. Alors donc, ça c'est une différence fondamentale, parce qu'effectivement, la machine ne va jamais choisir les éléments minoritaires pour réordonner sa densité statistique. Il peut avoir un bug, il peut avoir une corrélation manquée, il peut avoir un dysfonctionnement, mais en principe, la machine va fonctionner toujours par cette continuité, que la cantonne quand même, malgré la puissance, malgré les choses absolument hyper intéressantes qu'il peut faire, la condamne quand même à un certain, pour le dire comme ça, fonctionnement majoritaire. C'est-à-dire que la machine, sauf un bug, sauf quelque chose comme ça qui produit une sorte de saut, n'est-ce pas? Mais ces sauts-là sera dû aussi à un propre fonctionnement, continuité, que tout à coup sera cassé ou biaisé. Par contre, les cerveaux humains ne fonctionnent pas du tout comme ça là-dessus. Les cerveaux humains fonctionnent par rapport à un investissement affectif, d'essence, subjectif, historique, qui ordonne ces pôles sémantiques d'une façon qui ne correspond pas forcément à une densité statistique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose quand même de la nature de ce qui va à produire la combinatoire
qui est tout à fait différente. Même si, effectivement, hein, c'est-à-dire dans la densité statistique, il peut y avoir un saut. Tout à coup, il y a un saut. Hein, c'est-à-dire, on passe à un autre truc, ou il peut y avoir un bug, ou il peut y avoir une corrélation aberrante, ou, peu importe. Mais, dans tous les cas, ça sera toujours dans cette continuité, contiguïté. Par contre, dans les cerveaux vivants, bah, les choses s'ordonnent absolument d'une autre façon, même si le fonctionnement par densité statistique fait partie de notre fonctionnement courant. Alors, moi je pense que la peur, ce qui va apparaître, non, je ne sais pas exactement, bon, toi tu dis la peur est due à ce qu'il pourrait faire, mais moi je crois aussi que ce qui va révéler ce phénomène des chats, non, pour les grands publics, ce qui va révéler c'est le rôle que petit à petit sera assigné à l'humain, non? Et ce rôle-là sera un rôle justement que nous on appelle des opérateurs d'information, n'est-ce pas? C'est-à-dire par exemple, on dit, on se scandalise, on dit mais le môme n'aura plus à faire sa rédaction. L'étudiant fera son mémoire de maîtrise par chat GPT. C'est un désastre. Comment est-ce qu'on pourra arrêter là, ça? Et à vrai dire, rien ne milite dans le sens d'arrêter ça. Pourquoi? Parce que dans la vision d'entre guillemets l'homme nouveau, non, cet homme moitié profil, moitié avatar, qui existe à chaque fois plus dans le virtuel, à chaque fois moins dans son corps, non? Dans le rôle de cet homme adapté au monde informatique, tout ce que soit sculpture de mémoire, d'expérience, de corps, tout ce que soit connaissance, subjectivité, affectivité, est malvenu. Est malvenu. Parce que ce qu'il faut, c'est qu'on devienne un opérateur d'information, n'est-ce pas, capable de savoir chercher l'information là où il est et la faire circuler. Vous comprenez? Alors, finalement, les jeunes, ou les journalistes, ou je ne sais rien, les mômes, qui va demander à ChatGPT de faire un travail, bah, ça n'a rien de scandaleux dans ce que l'humanité est en train de devenir. Nous, on peut trouver ça scandaleux, mais dans tous les cas, ce n'est pas un accident, ce n'est pas une surprise, vous comprenez? Finalement, la pédagogie des compétences, c'est ça la fameuse pédagogie des compétences, c'est que les mômes acquièrent des compétences utiles, qu'ils se défassent des compétences inutiles, et surtout qu'ils oublient toute affinité élective, toute subjectivité, non? Comme pour pouvoir, effectivement, être disponible à apprendre la compétence utile, à se défaire de la compétence devenue inutile, vous comprenez? Donc, à vrai dire, ce que ChatGPT permet de voir dans sa nudité, c'est effectivement, finalement, ces rôles-là qu'il y a quelques années, Laurent Alexandre disait, oui, c'est comme ça, l'humain n'aura plus le même rôle, le cerveau humain n'aura plus le même rôle que jusqu'à maintenant, et c'est tant mieux, disait lui. Eh bien, ça permet de voir pour les grands publics, avec horreur, hein, mais pour les grands publics, permet de voir, c'est devenir un opérateur d'information avec le moins de profondeur, le moins de sculpture, tout ce qui est sculpture, notre corps, notre mémoire, notre expérience, fait barrage à cette circulation. Vous comprenez? Et alors donc, c'est ça qui est, si vous voulez, un tout petit peu paradoxal, non? Paradoxal parce qu'on est en train de se scandaliser et dire mais comment on va arrêter ça? Mais à vrai dire, non. À vrai dire, ce n'est pas un accident. C'est-à-dire, c'est un pas de plus dans ce devenir opérateur d'information. C'est-à-dire, c'est que l'étudiant, les mômes, les journalistes, eh ben, devra savoir poser les bonnes questions pour avoir la bonne information et pour pouvoir faire passer la bonne information à un autre lieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas un accident, que les journalistes n'aient pas, lui, à faire l'enquête ou lui à donner son point de vue, parce que c'est la fonction de chacun de nous en devenant avatar au profil. Non. Alors, il y avait un texte
il y avait un texte de Simondon qui va un peu dans ce sens-là, que peut-être ça serait bien de le lire. Ouais. Oui. Donc c'est un extrait qui est tiré d'un ouvrage de Simondon, hein, qui est sa thèse en fait, hein, l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information. Voilà, Christian pour la référence. J'ai plus la date de publication, mais je crois que c'est tout début des années 60. Hop. Alors, l'être technique n'a pas de nature. Il peut être un analogue fonctionnel de l'individu, mais n'est jamais un véritable individu organique. Supposons qu'une machine ait été dotée des mécanismes téléologiques les plus parfaits par ses constructeurs, et qu'elle soit capable d'effectuer les travaux les plus parfaits, les plus rapides. Cette machine, fonctionnellement équivalente à des milliers d'hommes, ne serait pourtant pas un véritable individu. La meilleure machine à calculer n'a pas le même degré de réalité qu'un esclave ignorant, parce que l'esclave peut se révolter alors que la machine ne le peut. La machine, par rapport à l'homme, ne peut avoir de véritable extériorité parce qu'en elle-même, elle n'a pas de véritable intériorité. La machine peut se dérégler, présenter alors les caractéristiques de fonctionnement analogues à la conduite folle chez un être vivant, mais elle ne peut se révolter. La révolte implique en effet une profonde transformation des conduites finalisées et non un dérèglement de la conduite. La machine est susceptible de conduite auto-adaptative, mais il subsiste entre une conduite auto-adaptative et une conversion une différence qu'aucune ressemblance extérieure ne peut masquer. L'homme est capable de conversion en ce sens qu'il peut changer de fin au cours de son existence. L'individualité est au-delà du mécanisme téléologique, puisqu'elle peut modifier l'orientation de cette finalité. Au contraire, la machine est d'autant plus parfaite que son automatisme lui permet de se régler elle-même d'après sa finalité prédéterminée. Mais la machine n'est pas autocréatrice. Même si l'on suppose que la machine en cours de fonctionnement règle ses propres mécanismes téléologiques, on obtient seulement une machine capable, au moyen de cette téléologie agissant sur une téléologie, d'intégrer à titre de données les résultats des étapes précédentes du fonctionnement. C'est une machine qui réduit de plus en plus la marge d'indétermination de son fonctionnement selon les données du milieu et conformément à un déterminisme convergent. Cette machine, par conséquent, s'adapte. Mais l'adaptation est possible selon deux processus opposés. Celui que nous venons d'évoquer est le dressage. Dressage qui aboutit à une conduite de plus en plus stéréotypée et à une liaison de plus en plus étroite avec un milieu déterminé. La seconde forme d'adaptation est l'apprentissage, qui augmente au contraire la disponibilité de l'être par rapport aux différents milieux dans lesquels il se trouve, en développant la richesse du système de symboles et de dynamisme qui intègre l'expérience passée selon un déterminisme divergent. Dans ce second cas, la quantité d'informations caractérisant la structure et la réserve de ce schème contenu dans l'être augmente. Les sauts brusques successifs que l'on peut nommer conversion marquent les moments où la quantité d'informations non intégrées étant devenue trop grande, l'être s'unifie en changeant de structure interne pour adopter une nouvelle structure qui intègre la formation accumulée. Alors, je vous lis encore quelques lignes. Ce caractère de discontinuité, cette existence de seuil, ne se manifeste pas dans l'automate, parce que l'automate ne change pas de structure. Il n'incorpore pas à sa structure l'information qu'il acquiert. Il n'y a jamais incompatibilité entre la structure qu'il possède et l'information qu'il acquiert, parce que sa structure détermine d'avance quel type d'information il peut acquérir. Il n'y a donc jamais pour l'automate un véritable problème d'intégration, mais seulement une question de mise en réserve d'une information par définition intégrable, puisqu'elle est homogène par rapport à la structure de la machine qu'il a acquise. L'individu, au contraire, possède une faculté ouverte d'acquérir de l'information, même si cette information n'est pas homogène par rapport à sa structure actuelle. Il subsiste donc dans l'individu une certaine marge entre la structure actuelle et les informations acquises, qui étant hétérogène par rapport à sa propre structure, nécessite de refontes successives de l'être et le pouvoir de se mettre en question soi-même.
Cette capacité d'être soi-même, un des termes du problème que l'on a à résoudre, n'existe pas pour la machine. La machine a des questions à résoudre, non des problèmes, car les termes de la difficulté que la machine a à résoudre sont homogènes. Au contraire, l'individu a à résoudre une difficulté qui n'est pas exprimée en termes d'informations homogènes, mais qui comprend un terme, objet et sujet. Et voilà. Bon, en fait, Simondon se pose la même question de façon très précoce, très d'avant-garde, par rapport à nous, la même question, non, que de dire, quelque part, bon, c'est quand même, voilà, il les voit aux années 60. Oui, c'est le début des années 60. Vous imaginez, aux années 60, c'est-à-dire aujourd'hui, 60 ans plus tard, arrive quand même dans le grand public la question qui se pose Simondon là. C'est-à-dire, mais quelle est la singularité? Mais quelle est la singularité? Alors, ce qu'il va dire Simondon, c'est quelque chose dont nous avons parlé déjà l'année dernière, que nous évoquons souvent. Ben, il va dire, bah, quand même, l'humain, et c'est là où nous allons faire un pas de côté, hein, mais bon, l'humain se pose des problèmes, c'est-à-dire se pose des problèmes. Il n'a pas à résoudre des calculs, n'est-ce pas? Il n'a pas à fonctionner en résolvant des calculs à partir d'une information qu'il engurgiterait. Vous voyez? C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, effectivement, même s'il arrive à des combinatoires, à des corrélations avec un certain niveau d'autonomie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les corrélations, ce n'est pas nous qui allons faire les corrélations, la machine va corréler et des millions de données, etc. Eh bien, ces données-là doivent être là, doivent être ces données-là qu'elle va corréler. Comment fonctionne la mémoire humaine? Eh bien, la mémoire humaine, au contraire, elle va sélectionner dans l'environnement, il va sélectionner des éléments qu'il va découper. Il va les découper par rapport à quoi? Il va les découper par rapport à son histoire, à sa singularité, à son espèce, n'est-ce pas? On va découper des éléments dans l'environnement, qui sont des éléments signifiants pour nous. C'est parce qu'ils sont signifiants pour nous que nous, on va les découper. Alors, il n'y a pas une perception passive, ça c'est vrai là, effectivement, il n'y a pas de perception passive. Il n'y a pas une programmation passive, il n'y a pas un engurgitement des données. Il y a une action de perception en découpant des choses que pour moi, pour mon espèce, je sais pas, pour ma culture, sont saillantes, sont des saillances, n'est-ce pas? Les prégnances, ça correspond avec des saillances, mais ces prégnances, saillances, dans une activité permanente. C'est-à-dire que le vivant, il est toujours proactif. Le vivant, toujours, est dans l'agir. Alors, je sélectionne, déjà, je sélectionne. Deuxièmement, par rapport à ce que la mémoire, la perception a sélectionné, ipso facto, il y a une modification de ce que j'ai perçu. C'est une modification par intégration à quoi? À mon histoire, à ma subjectivité, à mes possibilités, n'est-ce pas? Parce que ce que je l'incorpore pas comme une information linéaire, je l'intègre à tel point que me modifie physiquement, neurophysiologiquement, va me modifier. Vous voyez? C'est-à-dire, effectivement, l'ordinateur, les hardware de l'ordinateur ne bougent pas d'un poil. Hein, c'est-à-dire, n'importe quel programme, n'importe quelle information que vous le mettez dedans, il n'y a rien qui va faire un court-circuit parce que, oh, cette information est trop. Tout ce qui peut arriver, c'est qu'il n'y a pas assez de mémoire, alors bon, on ajoute de la mémoire, on ajoute des ordinateurs, mais l'information circule effectivement sur un support infini, en puissance infinie, non, et neutre. Bon. Nous sélectionnons, les vivants sélectionnent dans la perception, modifie et oublie une partie. Oublie une partie parce que la mémoire est toujours présente. C'est-à-dire que la mémoire est un travail de construction, de tissage de la réalité, non, dans lequel en permanence, je suis en train de modifier ce que nous avons nommé l'imprédictibilité du passé.
n'est-ce pas? C'est-à-dire que le passé est imprédictible pour le vivant. Est imprédictible parce que je ne peux jamais savoir, je ne peux pas savoir quel élément du passé va faire éruption dans mon tissage de la réalité. Vous comprenez? Il y a une imprédictibilité du passé. Et alors, effectivement, la mémoire, la perception sélectionne, la mémoire, l'intégration cérébrale modifie et la mémoire oublie. Et ceci produit une subjectivité, sculpte une subjectivité, une singularité. Ce que va dire Simondon, c'est ça, c'est-à-dire que nous avons des problèmes, et ces problèmes-là nous modifient par rapport à l'information. Lui, il garde le mot information, nous, on préfère éviter, mais par rapport à l'information que je reçois là, je suis modifié. Je suis modifié. Et c'est pourquoi, contrairement aux tendances actuelles de la cybernétique, la recherche, et même pas mal de biologistes, eh bien, l'assimilation que va faire Petitot, Jean-Pierre Changeux, non, du cerveau comme un disque dur, n'est-ce pas, ne fonctionne pas parce qu'effectivement, chez les vivants, il n'y a pas de différenciation entre les software et les hardware, n'est-ce pas? Il n'y a pas de différenciation entre les programmes et la machine. Hein. Ce sont des processus dans lesquels ce que nomme les software, à vrai dire, sont des modifications matérielles, biochimiques, énergétiques de ce qui serait les matériels, la machine, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des modifications. Et ces modifications-là fonctionnent comme une sculpture qui, loin d'incorporer de l'information, vont former ma singularité. Alors, parfait. Une fois qu'on dit ça, on se dit, bon, mais déjà ça, c'est un tout petit peu problématique aujourd'hui. Et c'est incroyable que ce soit problématique aujourd'hui dans cette sorte de fascination envers la machine, envers cet aveuglement par rapport à la colonisation algorithmique sur laquelle on a parlé plusieurs fois, n'est-ce pas? Même pendant tout le temps, toutes les rencontres, j'étais très surpris de voir que la conception même dans les mouvements, dans la mouvance décoloniale, la pensée même de qu'il y a une colonisation qui est une colonisation algorithmique et que cette colonisation elle est très très puissante et qui vraiment est en train de dévitaliser énormément, bon, etc., etc., une absence absolue de ça. Et certains copains, camarades comme ça qui viennent de la gauche radicale, au contraire, ils sont tendance, aujourd'hui même j'ai reçu le mail en italien, très très radical lui, qui me dit, mais Miguel, finalement la colonisation algorithmique n'est pas autre chose qu'un pas de plus dans la colonisation capitaliste, n'est-ce pas? Et là il y a une banalisation, vous comprenez, une banalisation, parce que au fait, rien ne nous permet de dire qu'il y a autre chose que le capitalisme qui prend en compte la question de la colonisation algorithmique, vous comprenez? C'est-à-dire, quand on dit, comme ils disent ses copains, quand il dit c'est un pas de plus dans le capitalisme, qu'est-ce qu'il faut entendre? Qu'est-ce qui reste au-dessous? Parce qu'il reste au-dessous, c'est rien n'a changé, il faut lutter contre le capitalisme, vous comprenez? Alors, je vous ai dit que au fur et à mesure qu'avançaient les voyages en Argentine, c'est drôle parce qu'ils m'ont invité, donc les dirigeants de la centrale syndicale de gauche, ils m'ont invité, ils m'ont dit, bon, viens nous raconter à la direction et à des gens de nous, viens nous raconter ta position, qu'est-ce que tu es en train d'expliquer, on veut savoir, non, etc. Et à un moment donné, donc, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit, bon, écoutez, moi je vais vous dire très clairement, si je dois comparer par exemple un chercheur en biologie ou en informatique, en cybernétique, en robotique, qui est conscient qu'il y a un principe organique à tenir compte, non? Et qu'il faut essayer quand même de faire attention parce que la carte n'est pas le territoire, donc qui est conscient de ce dont on parle ici, non? Un chercheur comme ça qui se dirait attention, parce que le tout algorithmique, un chercheur comme ça, et que par ailleurs, politiquement, il ne connaît rien, il n'a pas une sensibilité politique, mais il cherche dans ces côtés-là, je dis c'est fantastique.
Par contre, je l'ai dit, et c'est là où j'ai pris mon courage à deux mains, un militant de gauche, extrême gauche, qui n'a aucune connaissance de la colonisation algorithmique, il peut malgré lui faire des désastres. Vous comprenez ? Et moi je pense que ça c'est une position compliquée, à dire ici ça ne mange pas de pain. Je ne vous dis pas, avec la direction de la CTA autonome, je n'étais pas très fier parce que je n'étais pas trop sûr de la réaction, bon, on était plus souvent mitigé, il y a eu des gens qui étaient d'accord, mais vous comprenez, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne permet pas de subsumer, non, intégrer dans la contestation au capitalisme ou au néolibéralisme, c'est pas possible de dire la lutte anticapitaliste s'occupera de ça, vous voyez, pour plusieurs choses. D'abord parce qu'on a de très mauvais souvenirs, non? On a le souvenir des positions maoïstes qui disaient il y a la contradiction principale et les femmes c'est contradiction secondaire et paysans c'est contradiction secondaire. Quand on va résoudre la contradiction principale, tous seront résolus. D'abord il y a un mauvais souvenir de ce côté-là, n'est-ce pas, de subsumer des réalités multiples et différentes dans une réalité unique. Mais surtout parce que, à vrai dire, il y a une sorte de tel aveuglement par rapport à cette délégation massive de fonctions que rien ne permet de dire qu'une critique du mode de production, des relations de production, inclurait d'un mode ou d'autre un changement par rapport à cette colonisation-là. Et ça, c'est quand même quelque chose, de mon point de vue, très très grave. C'est très très grave parce que moi, ce que j'ai donné comme image, je disais, voilà, on prend comme ça, on dit, et ça c'est un socle, c'est un socle ontologique, je ne sais pas, un socle de la réalité. Je dis, bon d'accord, sur le socle, les luttes sont claires et asymétriques. C'est pas pareil d'être fasciste ou néolibéral qu'être solidaire avec les migrants qui meurent dans la Méditerranée. Vous comprenez, c'est pas pareil. Ce sont des luttes dans lesquelles il n'y a aucune symétrie, dans lesquelles il n'y a pas d'indifférent. On est d'un côté ou de l'autre. Mais la réalité épocale est que le socle sur lequel ces luttes ont lieu est en train de s'effondrer. Vous comprenez? C'est-à-dire que, donc, il y a quand même deux niveaux dans lesquels, c'est là où mon exemple un peu comme ça, de dire, quelqu'un qui serait un peu indifférent aux luttes politiques, mais qui s'occuperait du socle, et quelqu'un qui, on dit, bon, heureusement qu'il existe. Par contre, quelqu'un qui en s'occupant que des luttes politiques, en ayant tout à fait raison, hein, ignore tout sur le socle, est très dangereux. Est très dangereux parce qu'effectivement fait, et ça ce n'est pas une illusion, c'est-à-dire, ça il faut se situer, c'est-à-dire j'ai vu ça en Argentine avec un gouvernement de gauche extractiviste, tout OGM, vous voyez, et que donc justement se comporte exactement comme les militants de gauche dont j'ai parlé dans l'exemple, est très dangereux parce qu'effectivement par rapport aux positions politiques, prend plus ou moins les bonnes positions politiques, ça peut se discuter, mais plus ou moins les bonnes. Mais par contre, par rapport à la question des socles, si continue à être progressiste, productiviste, si son étoile polaire reste la croissance, eh bien, il est très dangereux. Il est très très dangereux. Alors, pour dîner avec, c'est beaucoup plus sympathique peut-être qu'un autre, mais il est très très dangereux. Et alors donc, la question, c'est la question effectivement qui émerge partout, de dire, bon, mais d'abord, face à cette colonisation, non, face à cette perte de puissance, que faire? Et la réponse, nous, avec Bastien, dans un bouquin antérieur, on avait dit, cette question ne peut pas s'adresser à l'individu, non? Cette question, quand elle s'adresse aux individus en tant qu'individu, le piège. Parce qu'en tant qu'individu, la seule chose qu'on peut éprouver, c'est l'impuissance, et pour cause. Parce que l'individu fait partie du problème. C'est-à-dire, c'est vivre comme un individu fait partie du problème. Mais nous, on fait un pas de plus. Et ce pas de plus, c'est celui que je voudrais montrer là par rapport à ce qu'on nomme une autoproduction de monde, non? Ce pas de plus, c'est que nous disons, même quand cette question-là s'adresse à l'homme,
à l'homme dans le sens générique, à l'être humain, eh bien c'est aussi une mauvaise adresse. C'est une mauvaise adresse parce que, effectivement, continue à garder cet élément central dans l'anthropocène qui est l'anthropocentrisme. C'est-à-dire, notre position est de dire, tant que nous gardons la vision anthropocentrique, il y a quelque chose qui reste une aporie, n'est-ce pas? Et alors, c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est ce que je vais essayer de développer aujourd'hui encore. On disait, eh bien, nous, notre pari est comment penser depuis les vivants. Alors, penser depuis les vivants signifie penser depuis, apparemment, un autre sujet. Non, un autre sujet. Alors, d'abord, ça, il ne faut pas trop avoir peur par rapport à ça, il ne faut pas les voir très, comme un truc très abstrait. Penser depuis un autre découpage, non? Un autre, disons, l'individu est un découpage, non? Penser en tant que classe sociale, c'est un autre découpage. Comment on se pense, n'est-ce pas? Je me pense en tant que famille, c'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'aller très loin, c'est-à-dire en Sicile, les gens se pensent en tant que famille, n'est-ce pas? À New York, les gens se pensent en tant qu'individu, non? Et tout ce qui soit lien apparaît comme un peu suspect. Pourquoi tu as un lien, même d'un point de vue psychanalytique, on pourrait dire à quelqu'un, mais comment ça se fait que tu te sens responsable de ton fils ou de ta mère, non? C'est-à-dire, on dit, c'est la culpabilité, vous voyez, on aura tendance, d'un point de vue psychanalytique, on aurait tendance à juger toute sensation de responsabilité pour un autre à des sentiments de culpabilité, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est là où Deleuze et Guattari font la critique à la psychanalyste en Anti-Édipe en disant la psychanalyse individualiste, n'est-ce pas? Te fait exister comme un individu. Et alors, comment on peut exister autrement? Eh bien, l'exemple que moi je trouvais que c'est un exemple très bête, que à mon avis ça fonctionne, c'est, vous savez, les supporters de football. Non? On pense par exemple à un supporter en Argentine de Boca Juniors. Vous savez, c'est un club de football très connu parce que Maradona venait de là. Alors vous dites, quand vous parlez avec un supporter de Boca Juniors, non, ce qu'en Italie on appelle un tifosi, non, un fanatique de Boca Juniors, qu'est-ce qu'il va vous expliquer? Il va vous expliquer que lui, il mange Boca Juniors, qu'il aime Boca Juniors, qu'il se lève le matin Boca Juniors. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il structure sa vie depuis cette dimension-là. C'est-à-dire que toutes les dimensions de la vie, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être avec une femme qui soit de River Plate, par exemple, n'est-ce pas? Ou si son fils est de River Plate, c'est une rupture terrible pour son cœur, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il va se penser depuis ce découpage-là. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous devons comprendre la question de depuis où penser et agir. On ne va pas la penser comme quelque chose de très abstrait. On est tous dans cette problématique de découpage différents et parfois contradictoires, n'est-ce pas? C'est-à-dire, dans les mouvements révolutionnaires, on disait, bah, tu dois te penser que comme un révolutionnaire, n'est-ce pas? Et alors, c'est un peu compliqué parce que tout à coup, ma copine, mes enfants, et j'aime la musique. Non, toi, tu dois te penser comme un révolutionnaire, n'est-ce pas? Que c'est l'idée de rabattre sur une dimension, n'est-ce pas? Et alors, bon, ça, on le voit très bien avec la question de genre, n'est-ce pas? Je me pense comme un homme. Je me pense comme un homme. Bon, mais, non, moi, je vois le monde comme un homme le voit, n'est-ce pas? Et les tifos, les supporters de Boca Juniors aussi, ils voient le monde. Donc, ce que je veux dire là-dedans, c'est que les découpages, si on met les fameux bassins à vecteurs, non? On dit, chaque vecteur, on peut appeler des vecteurs des dimensions différentes qui composent une identité, n'est-ce pas? Alors on va dire, par exemple, pour rester dans ce qu'on dit, lui, il est Boca Juniors. Alors on dit, il y a quelqu'un que, si là on prend les vecteurs qui constituent un individu, par exemple, on dit, le mec, il va procéder à un découpage dans lequel il rabat dans son imaginaire, mais dans sa pratique concrète, n'est-ce pas? Il va rabattre tous les vecteurs qui en général ils ont une tendance vers l'infini, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est difficile de dénombrer tous les vecteurs qui constituent un individu, n'est-ce pas? Alors, un découpage c'est celui-là. Un découpage c'est celui-là.
Et bon, le découpage de la modernité occidentale est celle qui va dire c'est l'homme, un homme isolé. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est Deleuze et Guattari parle dans l'Antédipe, il va dire je pense depuis mon individualité. Hein? Il y a eu toute une époque assez emmerdante en France, maintenant c'est passé cette mode-là, qu'à chaque fois que par exemple vous disiez nous pensons, on vous disait nous qui. Non, parce que c'était comme nous. C'est nous qui. Alors tu vas dire, moi, Jean Dupont, j'ai pas. Ah, d'accord, toi, Jean Dupont. Vous comprenez? Et alors là, il y avait une réalité. Eh bien, c'était un découpage qui était très, très prisonnier de l'idéologie psychanalytique, dans lesquelles, moi, Jean Dupont. Non? Et alors tu disais, par exemple, oui, mais ma sœur. Quoi, ta sœur? Non? Pourquoi tu te sens lié à ta sœur? Quelle culpabilité t'es liée à ta sœur, non? Et ça, c'est drôle parce qu'il y a une petite histoire dont la paternité Héraclite, mais c'est très difficile à savoir si c'est vrai ou pas par rapport à Héraclite. Mais bon, peu importe, c'est sympa pour lui, qui était très sympa. Et il dit qu'Héraclite raconte qu'un jour, il trouve un homme qui était désespéré, qui allait très mal, non? Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici, si loin de ton pays, de ta ville? Et alors l'homme, il dit, le problème c'est que dans ma maison, il y avait ma sœur qui est mourante, elle est très malade, je ne supportais plus sa souffrance et je suis parti parce que je ne peux pas m'occuper de ma sœur. Et alors Héraclite lui a dit, ah, c'est pour ça que tu souffres, parce que tu n'as pas pensé assez à toi. Non? Et alors, pourquoi, qu'est-ce qu'il veut dire Héraclite? Héraclite, il va dire, non mais tu t'es trompé de découpage, non? Parce que toi tu inclus ta sœur, vous comprenez? C'est-à-dire, Héraclite va lui dire, bah tu t'égoures, c'est-à-dire, si tu penses que ce découpage peut fonctionner, tu ne penses pas assez à toi, vous comprenez? Tu n'as pas pensé à toi, parce que pour Héraclite, le toi auquel il se réfère incorpore le lien avec la sœur du bonhomme. Bon. Alors, quand on dit penser depuis les vivants, eh bien, penser depuis les vivants, ça signifie ni plus ni moins que la possibilité d'incorporer, non pas des vecteurs, c'est pas une question de récit, vous comprenez, c'est pas une question de récit ou de construction. C'est une question de pratique, hein, c'est une question de pratique. Là-dedans, il s'agit pas, on ne peut pas construire n'importe quel découpage. Hein, c'est-à-dire, il y a des découpages qui sont possibles, il y a des découpages qui ne sont pas possibles. Hein. C'est-à-dire, là, ce qu'il va dire Héraclite au bonhomme, c'est ton découpage n'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible? Ben, c'est pas possible parce que tu vois bien, tu es en train de te détruire. Tu es en train de te détruire, vous comprenez? C'est-à-dire qu'un découpage est plus ou moins possible par rapport à ce qu'il va produire dans les sujets découpés. Hein? C'est-à-dire, les mecs qui est Boca Junior, eh ben, c'est un découpage qui ne fait que les détruire au bout d'un moment, vous comprenez? Parce que, effectivement, être en rapport avec le monde, avec soi-même, avec son corps, avec sa famille, avec sa classe sociale, en tant que Boca Junior, ben, c'est un découpage que dans notre jargon, c'est pas X tolérant. C'est-à-dire c'est un langage, c'est un découpage qui est au frottement avec la réalité, produit de la destruction. C'est-à-dire ne fonctionne pas. Incompossible. Il est incompossible. Dans les termes de Leibniz, c'est-à-dire c'est possible de le faire théoriquement, mais c'est incompossible, dans le sens, vous avez ce néologisme inventé par Leibniz qui veut dire parmi ce qui est possible, advient à l'existence ce qui est compossible, qui peut composer avec les autres. Et pas tout peut composer. Vous comprenez? C'est-à-dire cette différence, les idées sont des possibles. Après, il faut voir qu'est-ce qui est compossible. Vous voyez, on dit la paix dans le monde, la paix éternelle, comme le voulait Kant, c'est possible. D'ailleurs, Kant l'a pensé, il y a beaucoup de gens qui l'ont pensé. Sauf que parmi tous les autres possibles, ça ne compose pas. Vous comprenez? Ça ne compose pas. Alors, il y a ce qui est possible, il y a ce qui est compossible. Il y a des découpages qui, pour les fanatiques de football, apparaissent comme possibles et qui, dans la pratique, apparaissent comme incompossibles.
les découpages historiques sont un peu plus complexes, n'est-ce pas? Parce que les découpages historiques connaissent une sorte d'arc de naissance, sommet et chute, non? Et décadence. C'est comme ça que l'individu de la modernité, chacun de nous en tant qu'individu, a connu un décollage très très fort, il connaît un moment de gloire à la Renaissance, etc. Et petit à petit, ces découpages-là, qui est un découpage qui correspond au dispositif cartésien, sujet, objet, et après, ces sujets-là vont devenir chacun de nous en tant qu'individu, et bien ces découpages-là, historiquement, arrivent à sa fin de son déploiement et il ne devient pas possible. C'est-à-dire, c'est pas possible par décret, non, c'est pas possible parce que tout bêtement, si nous continuons tous à nous comporter aujourd'hui en tant qu'individus isolés, qui consommons, que l'environnement c'est notre décor, mais, etc., bah, c'est pas possible, c'est pas compossible. Comprenez? Donc, les découpages ne sont pas fruits d'une construction volontaire, les découpages sont fruits des convergences très complexes et multiples qui, à un moment donné, permettent que ces découpages-là soient puissants et se développent et que, bon, qu'on ait un cycle. Bon. Alors, les découpages, effectivement, le découpage pensé depuis l'animal. Alors, penser depuis l'animal, c'est quelque chose qui évoque, par exemple, ni plus ni moins, ceux qui vivent, mes compatriotes qui vivent dans des villages indiens, par exemple. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est-à-dire que la vache, ça c'est une vache, après, bon, une vache artistique, disons. Voilà. Il y a les montagnes, il y a les condors, il y a l'Indien, n'est-ce pas? Il y a l'histoire, qui est le réaliste. Ces découpages-là est un découpage qui existe aujourd'hui, a toujours existé à la marge de la modernité des découpages individuels, n'est-ce pas? Et ces découpages-là, c'est celui que nous disons, c'est penser et agir depuis les vivants. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est la possibilité de que le découpage à partir duquel nous pensons, eh bien, inclut certaines dimensions, exclut d'autres dimensions, et s'épense, s'auto-perçoit à partir de certains éléments. Bien entendu que ça, pour nous, qui habitons la Babylone, bah pour nous, c'est pas possible de penser depuis la montagne, les condors, et l'arbre, la vache. Ça, c'est ce qui reste à voir, non? À quoi correspond penser depuis les vivants pour les habitants de Babylone, n'est-ce pas? C'est-à-dire ceux qui sont absolument tissés d'individualisme, de fonctionnalisme, etc., etc. Mais disons que jusque-là, ce que je voulais, c'est au moins évoquer l'idée de que quand nous voyons les désastres écologiques, on évoque une phrase qu'on parlait avec Nicolas tout à l'heure, non? On évoque une phrase que Heidegger, qui était un beau canaille, n'est-ce pas? Vous savez que toute sa vie, il a refusé de condamner l'Holocauste, il n'a jamais parlé d'Auschwitz, etc., etc. À la fin de sa vie, vers la fin de sa vie, il donne un entretien qui est très connu à une revue américaine, et il demande que ce soit publié après sa mort, parce qu'il était noyé de courage, cet homme, et question de ne pas avoir de problème. Et qu'est-ce qu'il dit dans cet entretien? Comment il finit cet entretien? Il finit cet entretien en passant à l'homme, non? Il est tout à fait anthropocentrique, toute la philosophie d'Heidegger est plus qu'anthropocentrique, n'est-ce pas? Et alors, donc, il va dire, étant donné les désastres actuels, lui il voit arriver les désastres, il voit la destruction, etc. Et alors il va dire, dorénavant, seulement Dieu pourra nous sauver. Et ciao. C'est une sorte de message de haine absolue, de dire vous êtes tous cuits. Non, vous êtes tous cuits, en plus avec certainement la jouissance que ça pouvait provoquer dans les cerveaux d'Heidegger, de dire un truc comme ça, de dire dorénavant, seulement Dieu pourra nous sauver. Et nous nous disons, mais absolument,
Absolument. On prend les diagnostics du docteur Heidegger. On dit, effectivement, qu'est-ce qui veut dire le diagnostic du docteur Heidegger vu d'un autre côté? Ça veut dire effectivement le découpage anthropocentrique, le découpage humain. Qu'est-ce que l'humain peut faire? Ce découpage-là n'est pas à la hauteur de notre époque. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous reprenons le diagnostic du docteur, on dit, effectivement, dorénavant, l'homme ne pourra pas sauver l'homme. Parce que l'homme, oui. Oui, je pense à un truc, là. Je pense au symbole. Le petit bonhomme, là, finalement, c'est un symbole. Il symbolise tout ce qu'il est. C'est-à-dire toutes les entités qui l'ont construit. Le paysage, c'est pareil, c'est symbolique. Le paysage est symbolique. Il est fait de tout un tas d'éléments qui construisent ce paysage. Absolument. De même, tous ces éléments réunis, si on enlève une partie, automatiquement, le symbole se casse. Il y a plus le symbole est détruit. On perd quelqu'un qui décède dans notre entourage, automatiquement on est complètement détruit. Enfin, on n'est pas détruit, mais on va être paniqué parce qu'il va nous manquer quelque chose. Il y a un appui sur lequel on va pouvoir se reposer. Et ce repos, la partie sur laquelle on pouvait se reposer, n'existant plus automatiquement, il y a une adaptation qu'il va falloir se créer, faire soi-même. On revient au robot qui, lui, n'est pas capable de s'adapter. Il Absolument. a une articulation qui est cassée, il va être en panne. On va être obligé de le réparer. On le répare, on le répare. Absolument. Que nous, enfin moi personnellement, j'ai eu un accident, j'ai une cheville qui était qui est fatiguée, qui ne marche plus. J'étais obligé de m'adapter, de compenser pour éviter de boiter. Je compense avec la hanche et tout ça. Enfin voilà, oui, tout à fait. L'adaptation, on compense avec autre chose. Oui, tu vois, un organisme vivant, par exemple, tu as une blessure, Alors, tu as cette blessure-là, les tissus qui vont se recréer en gardant la mémoire de cette blessure. C'est-à-dire que c'est là où ce n'est pas un remplacement des pièces et main-d'œuvre, comme dans la machine. C'est-à-dire que effectivement, la cicatrice va sculpter ton corps et va sculpter ton corps, tu vois, et ton corps, effectivement, va modifier ta façon de percevoir l'ensemble, de penser, de sentir. Et par rapport à la perte, que ce soit la perte d'une personne aimée, mais ça peut être la perte d'un animal, comme ça peut être la perte de ton pays, tu vois. Eh bien, par rapport à ça, c'est intéressant de voir le travail de production de l'individu de la psychanalyse. Quand il parle du travail du deuil, n'est-ce pas? Le travail du deuil qui est, aujourd'hui, avec le DSM-5, il est carrément, normalisé, non? Quantifié. C'est-à-dire qu'on considère, par exemple, que si tu perds ta mère, au-delà des tant de jours de tristesse, ça devient un deuil pathologique. Si tu perds le voisin et tu étais triste, là c'est suspect, tu vois. Et alors, effectivement, c'est là où il y a cette vision dont tu parles, tu vois, qu'extraire un élément, ou perdre un élément, dans cette vision un peu comme ça, disons, non pas holistique, parce que c'est pas un tout harmonique, n'est-ce pas, mais d'une multiplicité agencée. C'est un fonctionnement, c'est quelque chose qui évolue, donc ça fonctionne. Bien sûr, ça s'autoproduit quelque part. Et c'est organique, pourquoi? Parce que ce que tu viens de définir, c'est exactement ce que dit Kant par un organisme. On définit un organisme à cette structure, à cette dynamique dans laquelle chaque élément est pour l'autre et par l'autre. Et la contiguïté n'est pas une obligation, parce que la continuité, elle est donnée par une sorte d'existence organique qui les lie. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait une contiguïté pour qu'il y ait continuité. Dans un organisme, la continuité est donnée par le propre fonctionnement organique qui fait que chaque élément est pour et par l'autre. Non? Que c'est un tout petit peu ce qui va lui dire Héraclite à l'homme qui
pense fuir sa tristesse, il a dit, tu n'as pas pensé assez à toi. Et c'est ce qu'on peut dire, par exemple, à un exilé, non? On peut dire à un exilé, on peut lui dire, bah, tu n'as pas pensé assez à toi, non? Tu as perdu tout ça. Ou bien, effectivement, c'est l'autre possibilité, qui est la possibilité pour l'exilé dans tous les cas, c'est de se rendre compte qu'on ne part jamais, on apporte tout son pays dans soi, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est un poème, non, de Leon Gieco, non, qui dit el chilenito con todo su Chile adentro, non, le petit Chilien avec tout son Chili dedans, non, c'est-à-dire, on ne peut jamais s'en aller, parce qu'on peut partir, mais si on pense qu'en partant, on a quitté les lieux, ça se passe mal. En partant, on emporte son lieu. Je me souviens que quand j'ai travaillé pendant quelques temps dans la problématique psychopathologique assez costaud des enfants adoptés à l'étranger, ce que je disais, c'était, je me souviens, c'était dans les cas d'adoption des Vietnamiens, je disais, vous savez, il n'aura pas une tête d'Édouard, hein, et faites attention, parce que c'est un ambassadeur du Vietnam. Prenez-le comme un ambassadeur du Vietnam. Vous recevez un ambassadeur du Vietnam, dans le sens, vous savez que l'ambassade est considérée comme territoire du Vietnam loin, non? Et c'est là où il faut faire très attention avec les découpages. Bon. Ce qui, au passage, souligne toute la violence des politiques d'intégration à la française, hein, puisque pour t'intégrer, d'abord, on te demande de te désintégrer. Bien sûr, l'intégration à la française, c'est ça, l'intégration à la française, c'est-à-dire... le fait de mélanger tout le monde dans les HLM et tout ça. Bien sûr, c'est-à-dire... transit et tout, intégrez-vous, mais intégrez-vous, ça veut dire désintègre-toi dans ta singularité, et après j'intègre les restes. Bon, justement, la problématique aujourd'hui centrale de notre époque, c'est ça. C'est-à-dire, on ne peut plus rester à l'individu tout à fait non isolé comme ça, et cet individu-là lui adresser la problématique, dire qu'est-ce qu'on fait avec la destruction du socle, qu'est-ce qu'on fait avec la destruction. Eh bien, lui, il ne peut rien faire, parce que justement, ce découpage auquel il appartient, eh bien, fait partie centrale du problème. Parce que l'effet de se sentir extérieur, c'est ce qui a produit, effectivement, une partie des désastres. Je voudrais avancer un tout petit peu avec cette question-là, si on a encore un tout petit peu de temps. Est-ce que quelqu'un a un Kleenex pour effacer un tout petit peu? Sinon, non, laisse tomber, je vais faire plus haut, d'accord? Je fais un truc plus haut. Et personne soit si gentil de me donner un Kleenex utilisé, non, si je t'ai vu, je t'ai vu. Hop, ah. C'est parce que je ne joue pas assez au baseball, tu vois. Ça va venir, ça va venir. Oui, c'est le pas suivant, parce que vous vous rappelez que la dernière fois, il y a eu plein de trucs sur les vecteurs, mais qu'est-ce que c'est ces vecteurs, etc. Après, on a reçu du courrier par rapport aux vecteurs. Et Édouard Walpaca, c'est le seul qui demande qu'on continue avec les vecteurs. Non, c'est pas vrai. Il y a d'autres gens qui veulent qu'on continue avec les vecteurs. Alors, merci. Bon, alors, nous on dit que toute situation, toute réalité qu'on veut analyser, on va l'analyser comme un ensemble constitué d'une multiplicité de dimensions. Hein? Alors, bon, vous avez en tête ce qu'on vient de dire, non? Les dimensions, ça peut être l'animalité, les paysages, la culture, les différents éléments qui constituent une situation. Alors, on dit qu'il y a une multiplicité des vecteurs qui constituent n'importe quelle situation. N'est-ce pas? En comprenant comme situation cette unité qui obéit à un principe organique, comme on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que les vecteurs sont tous
dans une certaine concaténation dans laquelle chacun est pour et par l'autre. N'est-ce pas? Alors, je peux découper dans la pratique différents vecteurs en identifiant des identités, mais ça serait une illusion de vouloir isoler un vecteur tout seul. Je ne vais pas faire ça. Alors, ces vecteurs-là, si nous parlons en termes de situation historique, une situation familiale, une situation personnelle, peu importe, ces vecteurs-là, c'est la multiplicité qui constitue en permanence. Effectivement, il y a toujours l'infini, hein, c'est-à-dire la tendance à l'infini, parce qu'on ne peut jamais vraiment dire quels sont les vecteurs qui constituent une situation. Parce qu'une situation, effectivement, converge, détermine une unité organique, mais à la fois cette unité organique n'est pas découpée du reste du réel, pas de la continuité. Alors, on dit que dans toute situation, de par l'interaction des différentes dimensions et vecteurs qui la constituent, nous pouvons reconnaître l'émergence d'une résultante. Vous vous rappelez, on disait une résultante. Une résultante, ça veut dire une tendance vers où la situation va s'adresser. Hein? Alors, ce sont des principes d'autorégulation, mais pas d'harmonie. Par exemple, Engels raconte dans un texte à lui qui est un texte avec lequel il y a une pensée proto-écologique, pour dire comme ça. Il raconte d'une île dans laquelle on a incorporé les chèvres, je crois que c'était, et les chèvres constituent un vecteur trop fort, qui petit à petit, de façon invasive, vont éliminer tous les autres vecteurs, c'est-à-dire la flore, la faune, jusqu'à, boum, eux-mêmes mourir, n'est-ce pas? Des cerfs. Des cerfs, c'est ce qu'il a fait. Oui, des chèvres, c'était des cerfs. Des cerfs? Oui, des biches, des cerfs. C'est ça qui était introduit, c'est ça que parle Engels? Ah bon, d'accord. Non, je ne me rappelais pas. Alors, on introduit du chevreuil, quoi, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, du chevreuil. Alors, donc, ce que nous pouvons reconnaître toujours dans un ensemble organique, dans une situation quelconque, on peut reconnaître des vecteurs dominants, des vecteurs plus importants. Ce que nous ne pouvons pas dire, c'est qu'un vecteur quelconque domine la résultante. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une influence sur la résultante, mais il n'existe pas la possibilité de dominer la résultante. L'action est toujours une action dans la situation. Oui. Alors, quand nous faisons un saut nous avons évoqué plusieurs fois la question de que nous concevons le monde et les mondes comme des processus d'autoproduction. C'est-à-dire que le monde correspond à des processus d'autoproduction desquels émergent des réalités. Alors vous vous rappelez toujours, nous on disait, la réalité est cette voile phénoménale dans laquelle nous vivons, qui correspond à la maille des productions de cette réalité. La maille des productions, ce sont les forces, non, il n'y a pas deux, non, c'est les voiles phénoménales ou la réalité dans laquelle on vit, c'est une dimension dans laquelle nous vivons, n'est-ce pas, qui nous permet de, à la fois, oublier le fait qu'on ait une soupe atomique, n'est-ce pas, oublier les processus physiologiques en permanence. Bon, non, donc, de cette interaction, de cette trame, de cette maille, émerge un voile phénoménal qui n'est pas le même pour chaque vecteur. Par exemple, pour les animaux, mais pour les mammifères, le voile phénoménal dans lequel ils vivent n'est pas du tout construit de la même façon que nous, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour une bactérie, encore moins. Hein? C'est compréhensible, ça, c'est-à-dire, on appelle voile phénoménal, c'est un concept de Husserl, nous on l'appellerait réalité à la fois, cette production de réalité. On vit peut-être dans la même situation, mais on ne vit pas dans la même réalité. C'est-à-dire qu'il y a
la construction d'un voile qui correspond à la subjectivité des vecteurs. Alors, la modernité est cette époque dans laquelle une puissance énorme s'est déployée par effectivement le développement des processus technologiques, par la connaissance, par la connaissance immense qu'a produit l'Occident, les connaissances sur la biologie, sur la physique, sur la chimie, les connaissances immenses qu'a produit l'Occident, les machines produites grâce à cette connaissance, et c'est vrai qu'a produit un vecteur très fort, qui a influencé énormément l'ensemble de la situation. Ces vecteurs-là n'est pas l'homme, n'est-ce pas? Ces vecteurs-là est la technologie, la technique et la technologie. L'homme en tant qu'espèce humaine, non? L'humanité est un vecteur dans l'ensemble. Or, le récit de la modernité est que l'homme maîtrise la résultante à travers la technique. Vous comprenez? C'est le récit. C'est le récit qui correspond au binarisme cartésien. Le sujet et le monde objet. Mais c'est un récit. C'est un récit à travers lequel l'homme, un récit qui reste chez Marx, qui reste chez presque la totalité. Il y a guère que Spinoza, Leibniz et quelqu'un d'autre, quelques poètes romantiques pour penser autrement. Mais ce récit-là est le récit qui va dire l'homme maîtrise la résultante. Non? Rappelez-vous là ce que je disais au départ, non? Le constat d'impuissance. L'homme maîtrise la résultante à travers la technique. Or, la fin de l'Anthropocène est justement ce moment dans lequel on se rend compte que la technique, d'abord, possède un degré d'autonomie très grand par rapport à l'homme, et deuxièmement, que personne ne maîtrise la résultante, que la résultante a un niveau d'autonomie. Eh bien, pensez agir dans la complexité. C'est que nous avons travaillé avec cette petite coordination qu'on a formée, c'est que... Bon. Essayez de relever justement ces défis qui pour nous est un défi central aujourd'hui dans l'époque, que de dire si l'homme ne fait pas l'histoire, pour le dire comme ça, si l'homme ne maîtrise pas la résultante, si l'homme, c'est l'humanité, l'humain, est un vecteur parmi les vecteurs, la seule possibilité d'agir pour l'humain est d'agir en rapport aux éléments de la situation. Vous comprenez? Même au prix d'un double deuil, le deuil de ne pas pouvoir maîtriser la résultante et le deuil même de ne pas connaître vers où va aller cette résultante. C'est-à-dire que l'agir situationnel est un agir dans lequel, par rapport aux éléments qui constituent la situation, nous pouvons comprendre, mais comprendre non pas déjà depuis le découpage de l'humain, comprendre depuis un découpage situationnel. Oui, je comprends dans un ensemble qui m'inclut, dont je ne suis pas le sujet de cet ensemble. Et c'est quand même la problématique centrale pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire si je pense depuis l'ensemble, cet ensemble qu'on nomme le vivant, ou l'organique, qui est plus que le vivant. Non? Bien. Si je pense depuis l'ensemble, je pense mon rôle possible avec toutes les limitations du fait d'être un vecteur parmi des vecteurs. Vous comprenez? Alors, penser et agir depuis les vivants, depuis la complexité, eh bien, ça signifie ces défis dans lesquels, pour qu'il y ait une action de l'ensemble, non, je dois limiter mon désir d'agir, je dois limiter
ce désir de totalité, ce désir de maîtriser l'essence de la résultante. Alors, cet abandon du désir de maîtriser la résultante, cet abandon du désir de que l'humain fait l'histoire, peut avoir comme toujours dans tout dans la vie, deux faces. Celle de pâtir la chose ou celle de l'agir. Donc celle de la tristesse, d'après les termes de Spinoza, ou celle de la joie. Eh bien, ce que nous, aujourd'hui, ce que nous convoque aujourd'hui notre époque, notre situation, c'est à pouvoir inventer, développer un agir joyeux dans lequel cet agir permet de voir que l'action de la situation dépend justement de que je ne veux pas agir sur la résultante, mais agir dans la situation. Alors, bon, étant donné l'heure qu'il est, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, c'était très compliqué d'arriver dans cette coordination que nous avons créée il y a 3 ans, surtout parce que je vous avais dit, il y avait un fort composant de ce qu'on appelle les peuples originaires, n'est-ce pas, un fort composant de la pensée depuis peuples originaires, que la réponse permanente c'était mais nous sommes dans un autre découpage. Vous comprenez? Nous sommes dans un autre découpage. Pour nous, le découpage de l'homme anthropocentrique et encore moins de l'individu, ce n'est pas notre problème. Et alors, effectivement, c'était très compliqué d'arriver à penser en termes situationnels en disant, bon d'accord, mais qu'est-ce que signifie un autre découpage? Qu'est-ce que signifie un agir qui ne veut pas maîtriser la résultante? Eh bien, ce que nous allons présenter la prochaine fois, comme la dernière fois des séminaires de cette année, et ce qu'on compte développer l'année prochaine, c'est effectivement quels sont les possibles, n'est-ce pas, que s'expérimentent, non, que s'expérimentent pour cette nouvelle, non nouvelle place, parce que la place était toujours la même, c'était un récit qui nous rendait maîtres et possesseurs. Mais quels sont les possibles de production d'un nouvel imaginaire, d'une nouvelle créativité, non? Une fois que, effectivement, nous pouvons nous penser depuis un autre découpage. Alors, un exemple pour finir, tout bêtement, de ces passages, parce que là, tout le monde est là. Vous voyez, tout le monde est, surtout les puissants du monde, ils sont très conscients que la résultante, ils ne vont pas la maîtriser. Il y a justement, c'est drôle et c'est un peu triste à la fois, parce que c'est justement les gens qui sont plus éloignés de toute puissance d'agir qui restent dans des rêves de toute puissance de la résultante. Plus les gens sont dans des postes de pouvoir, des postes de puissance, plus ils reconnaissent, à droite ou à gauche, plus ils reconnaissent que la résultante, personne ne la maîtrise. Vous voyez? Alors donc, un exemple de ça, assez clair pour comprendre un peu de façon plus concrète de quoi il s'agit, nous savons tous et toutes que déjà il commence à, pour le dire comme ça, à ne pas avoir pour tout le monde. Ne pas avoir de l'eau pour tout le monde, ne pas avoir de territoires habitables pour tout le monde, que ça sera de plus en plus dur, n'est-ce pas, qu'il n'y aura pas pour tout le monde. Alors les puissants de ce monde, loin de vouloir encore maîtriser la résultante, parce qu'ils disent qu'avec la technologie on va la maîtriser, mais à vrai dire ils savent très bien que rien ne va maîtriser la... Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en servir de la technologie. Mais la vérité c'est que, et c'est un tout petit peu pour ça qu'il parle à la Silicon Valley, il faut faire attention. Parce que c'est un message fort, c'est un message de dire on ne maîtrise pas la résultante avec la technologie. Au contraire, la technologie risque de nous rendre encore plus impuissants par rapport à la résultante. Vous comprenez, c'est ça qu'ils sont en train de dire, il faut bien entendre. Bien. Alors donc, un exemple, c'est, effectivement, on sait bien qu'il n'y aura pas pour tout le monde. On sait bien qu'on est devant un défi existentiel. Bien. Alors, tout le monde parle de quoi? On parle de sobriété. On parle de sobriété. Alors, la sobriété, pour le dire comme ça, c'est un destin. C'est un destin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter la sobriété. Ce qu'on peut éviter, c'est que la sobriété soit pour tout le monde. Alors les puissants, par exemple, empêchent que
les métèques viennent dans les territoires, ou ils gardent les privilèges des classes, n'est-ce pas? Donc, effectivement, pendant longtemps, ça peut être quelques siècles, c'est-à-dire, il y aura, et encore quelques siècles, je ne sais pas, hein, mais bon, un bon bout de temps, il y aura des puissants qui vont continuer à consommer, à ne pas subir la rareté et la sobriété. Mais ça sera au prix de tuer, de construire des murs, d'accepter des génocides dus aux transformations, etc. Bon. Alors, par rapport à la sobriété, c'est un bon exemple, parce que la sobriété est une donne. C'est-à-dire, tu racontais l'autre jour, non, c'était pas la Guyane, non, c'était Mayotte. À Mayotte, par exemple, là, déjà, comment il n'y a pas de l'eau tous les jours de la semaine, n'est-ce pas? Il y a de l'eau. Aujourd'hui, jusqu'au mois dernier, il y avait 2 jours par semaine sans eau, et en ce moment, ils sont en train d'envisager 2 fois 2 jours par semaine sans eau courante. Voilà, sans eau courante. Alors vous imaginez bien que... Pour la classe moyenne. Pour la classe moyenne, en plus, c'est ça. Pour la classe moyenne. Alors vous imaginez bien que ceux qui sont au-dessus de la classe moyenne, ils vont accumuler de l'eau, ils auront de l'eau tous les jours. Mais c'est au prix, effectivement, d'avoir des gardiens. Parce que si tu as de l'eau pendant que les autres n'ont pas d'eau, il vaut mieux que tu aies des armes et des gardiens. Alors, la sobriété est notre destin. Cette sobriété-là, soit on peut la subir et accepter, tant qu'on est du bon côté, on est content, des mauvais côtés, on l'a subi, soit on peut l'agir. Effectivement, c'est là où quelque chose qui ressemble à cet agir situationnel, c'est non pas d'imaginer d'une façon omnipuissante et irréaliste mais qu'est-ce que c'est cette histoire de sobriété? Bon, je vais maîtriser la résultante. Mais d'imaginer qu'est-ce que ça pourrait être une sobriété joyeuse dans les partages. Vous comprenez? C'est ça aussi une pensée situationnelle. Une pensée situationnelle, c'est non pas avoir des idées de comment le monde doit être, mais comment on doit être dans le monde. Non pas comment le monde doit être, mais comment être dans le monde. Et là, c'est clair et net. Vous voyez? C'est un très bon exemple d'un défi situationnel. La sobriété, je ne sais pas si quelqu'un me dit d'ici à 4 siècles, il y aura un régime communiste, écologique ou féministe. Génial. Nous ici, la réalité, c'est cette perte de puissance réelle et à la fois aussi par conscience et notre limitation. Et face à cette sobriété, eh bien, moi je pense que c'est quelque chose de fondamental face à cette sobriété. Est-ce qu'on pourra expérimenter, imaginer des formes de désirer qui seront la joie du partage, ou bien c'est la guerre? Vous voyez? Donc, bon, ça c'est un tout petit peu pour revenir sur ce qu'on avait dit, sur expliquer les fameux vecteurs, etc. Et je vous dis, la prochaine fois que c'est, je ne me souviens pas quand c'est en juin, tu te rappelles quel jour de juin c'est? C'est ça. Le 14 ou le 21? Non, le 14, ça doit être le 14 juin, je pense que c'est. Bon, dans tous les cas, on va... Vous serez informé. Oui, vous serez informé. C'est soit le 14, soit le 21 juin. Et là, on essaiera de juste présenter les éléments comme ça auxquels nous sommes arrivés, que comme vous pouvez le voir, ce n'est pas non plus la réponse à comment maîtriser la résultante, mais justement, à partir de ce socle-là, de dire, eh bien, la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est visser la résultante. Vous comprenez? Et ça, c'est très difficile. Et il y a quelques jours, moi, j'ai fait une petite intervention pour un groupe, un mouvement alternatif dans lequel il y a des expériences alternatives qui essaient de développer comme ça, voilà, un imaginaire alternatif. Et c'est drôle parce que quand j'expliquais un peu ces choses-là,
la première question qui est venue de dire, mais quelle institution correspondrait à un changement radical, non? Et cette question-là est une question tout à fait compréhensible, et à la fois, justement, c'est la question de dire, mais alors, comment maîtriser la résultante? Vous comprenez, parce que l'institution apparaît comme la figure de comment je maîtrise la globalité. Et bien, justement, tout ce qu'on va essayer de développer, tout ce qu'on a travaillé, c'est comment il peut y avoir un agir radical qui intègre le deuil de cette cauchemar de la modernité, des par colonisation du vivant, maîtriser la résultante. Voilà, voilà. Alors, oui, juste une chose, un message que je veux passer. Les gens qui nous suivent en différé peuvent aussi envoyer dans le site du collectif, malgré tout, des questions. C'est une façon d'intervenir, même pour ceux qui sont en décalé. D'accord? Et bien entendu, ceux qui suivent par Zoom peuvent aussi. Voilà. Bonne soirée.